C'est Patrick. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Donc, je vais vous poser des questions que nous avons reçues par courriel. Alors, c'est pas quelque chose que nous faisons habituellement, mais je me suis dit pourquoi pas. On en reçoit régulièrement. Et là, voilà, nous allons en prendre quelques-unes. Je vais vous les poser. Très bien, très bien. Oui, si elles s'accumulent comme ça, peut-être que nous devrions considérer faire des lives sur, par exemple, YouTube, Mhm. où les gens pourraient venir poser leurs propres questions, Oui, soit par texte, soit par voix, et puis nous pourrions répondre. on va planifier ça, je pense. Ah, OK. D'accord. Donc, On pourrait demander aux gens qui écoutent ceci, nous allons permettre les commentaires, ils pourront nous dire s'il y a de l'intérêt. S'il y a de l'intérêt, nous le ferons. d'accord. Bonne idée. Alors, j'y vais. Donc, une question sur les rêves. Alors, la personne demande le ou les rêves nocturnes servent-ils à l'évolution? Le rêve peut servir à éveiller l'être au processus qui l'occupe pendant son évolution. Donc, le rendre plus conscient, donc peut-être faciliter d'une certaine façon son évolution, sans pour autant que ça soit un des piliers, si on veut, de son évolution. C'est un accessoire qui peut être intéressant si on décode et on analyse et on réalise ce que nos rêves tentent de nous dire. OK. Donc, ce serait potentiellement un outil dont on pourrait se servir en analysant un peu ce qui se passe durant la nuit, durant nos Oui, rêves. oui, donc il y a différents types de rêves. La plupart des rêves que l'on fait endormis, ce sont des communications qui nous viennent de notre esprit et qui ne sont pas filtrées par notre mental inférieur, mais qui sont plutôt imprimées directement dans le mental inférieur. OK. Donc, n'étant pas filtrés, ils prennent des formes qui semblent souvent quelque peu surprenantes ou chaotiques, mais également, il y a d'autres rêves où on n'est pas que passif durant ce rêve et on est actif, donc où le psychisme donc de l'individu va pouvoir intervenir jusqu'à un certain point. On pourrait par exemple rêver à un voleur dans la maison et puis dans le rêve, on se lève du lit et on va le chasser et le voleur se sauve et puis là on a la paix et on retourne se coucher, on retourne dormir. Mhm. Par exemple, ce serait l'exemple d'un rêve où on intervient. Mhm. Donc, ce n'est pas un rêve purement passif où on rêve à, par exemple, un voleur dans la maison qui cambriole nos choses et qui s'en va, et puis bon, nous on est là et puis on ne peut rien faire, par exemple, ou on le regarde faire et on ne fait rien. Mhm. Donc ça serait une catégorie de rêve, ou une autre, ce serait là où on intervient. Parlez-vous des rêves lucides? Oui. Donc là où on intervient d'une façon, si on veut, crédible en tant que la personne que nous sommes, comme par exemple dans cet exemple-là, il est crédible que nous veuillons chasser le voleur de notre maison Mhm. et non pas de lui faire un souper 3 services, Mhm. par exemple. Donc ceci, c'est un rêve donc plus actif qui peut effectivement se refléter après, donc dans la vie de tous les jours, avoir des conséquences au niveau du psychisme dans la vie de tous les jours par la suite. OK. Parce qu'on a pris une action qui a dénoué une problématique. Exactement. Donc, dans un cas comme ça peut être une représentation d'une entité qui vient nous voler notre énergie, nous voler notre paix, par exemple. Et là, nous la sacrons à la porte une fois pour toutes. Et effectivement, on se rend compte, par exemple, qu'ensuite, on a plus la paix Mhm. dans son psychisme, par exemple. Parce que là, on a fait une opération en rêve. Et si nous chassons une entité sur le plan astral, ben nous chassons une entité sur le plan astral. Et donc, notre vie de tous les jours devient améliorée. OK. Je suppose qu'on doit évidemment user de discernement en faisant ce type de choses et il ne s'agit pas d'un voyage astral en tout cas, je comprends ce que vous voulez Oui, dire car le par... voyage astral oui, oui. n'est que Mhm. néfaste. OK. Il peut provoquer beaucoup de plaisir, de sentiments de puissance, d'émerveillement, de fascination et tout ça, mais au fond, il n'est que néfaste. C'est beaucoup un moyen utilisé par les forces de l'âme pour capturer l'humain et
l'amener dans un dédale. Donc, ce qui se produit, c'est que pourquoi veut-on faire un voyage astral? On doit se poser cette question. Alors, on a l'impression qu'on va accomplir quelque chose, qu'on va réussir quelque chose si on fait un voyage astral. Et d'où nous vient cette impression? Donc, voilà la question qui s'impose à poser dans un tel cas. Et souvent, c'est que c'est, par exemple, un désir psychologique de prendre le contrôle et de changer, par exemple, les paramètres de notre expérience. OK. Mais changer les paramètres de l'expérience, ça se fait d'une manière seulement, c'est-à-dire par l'évolution. Dès que l'être change les paramètres de son expérience par une autre façon que par l'évolution de son psychisme vers la conscience objective, réelle et absolue, donc dès qu'on effectue un changement des paramètres de l'expérience, on détériore cette expérience. OK. On la rend moins bonne. Ah bon? On la rend moins efficace à nous amener vers l'évolution et la conscience. On la rend moins efficace en termes de souffrance. Donc, nous allons souffrir davantage pour atteindre le même degré d'évolution. Tout ça pour l'impression psychologique d'avoir davantage de contrôle. OK. Donc, on veut faire un voyage astral pour contrôler, pour se dire, ben, nous allons faire avancer les choses. Mais en fait, ce n'est que de l'illusion et en fait, on détériore les choses. D'accord. Très bien. Passons à une autre question. En fait, il y a quelques questions qui portent sur les médicaments, l'usage de médicaments et la santé. Bon, en voici une. Est-il possible d'accéder à notre double éthérique en étant sous traitement médicamenteux? La personne n'a pas précisé quel type de médicament ou de traitement, par contre. Alors, la réponse, c'est oui. Si, par exemple, un diabétique prend de l'insuline, cela ne l'empêche pas d'accéder à son double éthérique ou de fusionner. Une fois fusionné, sa biologie va se régler d'elle-même et il pourra cesser l'utilisation de l'insuline, par exemple. Mais si on parle de quelqu'un qui est sous médication psychiatrique, la réponse est non. Catégoriquement. OK. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces choses. C'est pour ça que la psychiatrie, ce n'est pas une science. C'est pour ça que ces médications changent le fonctionnement du cerveau d'une façon que aucun soi-disant scientifique ne connaît ou ne comprend réellement. Donc, on dit, ah, mais les symptômes sont réduits. Oui, mais pourquoi ils sont réduits? Parce que je suis devenu un légume. Bon, ça, ce n'est pas un avancement. Bon, je donne un exemple qui est gros, mais tout ceci pour dire que ces médications, attention. Attention dans le sens que je ne dis pas de fuir les psychiatres si vous êtes bipolaire ou vous avez des tendances suicidaires. Ce que je dis, c'est que avant de devenir bipolaire ou avoir des tendances suicidaires, commencez à faire attention à ce qui se produit en vous et régler ces choses avant d'en arriver là. Donc, pour les gens qui en sont arrivés là, c'est très dommage et c'est très grave, mais il y a beaucoup à faire avant d'en arriver là. Quand on commence à vivre une anxiété maladive ou des phobies ou des névroses importantes et dévastatrices, ça, c'est le signal d'alarme que vous devez agir. Donc, de ne pas attendre de devoir être mis sous médication pour pouvoir, entre guillemets, continuer votre vie. Parce que votre vie, elle n'est plus. Vous voulez dire qu'il y a un traitement... Oui, un traitement psychiatrique. Donc, la vie s'arrête. Pourquoi la vie s'arrête? Parce que ça devient une expérience de ces substances. Bon, toutes les substances ne sont pas la même chose, évidemment. Donc, je connais une personne qui prend des amphétamines à l'occasion pour des problèmes de fatigue chronique profonde et la personne doit quand même se laver, se faire à manger et donc elle a besoin de cela. Bon, est-ce que je dis que c'est la meilleure chose? Non. Mais est-ce que c'est la pire chose? Vraiment pas, non. Okay. Donc, chaque cas est différent et comme la question est posée vaguement, ben, on ne va pas lister toutes les possibilités qui puissent exister, n'est-ce pas? Non, je comprends ce que vous dites, mais je présume que cette personne parlait de ce type de traitement, par exemple, antidépresseur. Cette catégorie probable de... Oui, ça n'existe pas un antidépresseur en passant.
Il n'y a que des inhibiteurs de la reprise de la sérotonine et c'est pas du tout la même chose. Donc, un antidépresseur, ça serait très bien pour ne pas être déprimé. Il y en avait un qui guérissait la dépression jusque dans les années 1990. Il a été banni par les gouvernements sous guise que ce serait une drogue épouvantable. OK. Mais évidemment, c'était à l'époque où ces inhibiteurs de reprise de la sérotonine ont commencé à être commercialisés. Alors, les gouvernements ont obéi à leurs seigneurs, les pharmaceutiques, et ils ont banni le seul remède réel qui existait pour la dépression. D'accord. Bien, merci pour cette précision. Il y avait une autre question de la même personne. Je crois que vous y avez répondu. Donc, dans le fond, c'était quelles sont les répercussions au niveau éthérique et astral lorsqu'il y a prise de médicaments? Je peux en ajouter un petit peu à ce sujet. Mm-hmm. Donc, toute substance qui change l'état psychique d'un être va baisser son taux vibratoire comparativement à son normal. Mm-hmm. Et aussi, en général, donc ce changement d'état mental va l'empêcher de vivre son expérience telle qu'elle est prévue et telle qu'elle est façonnée. Bon, je dois mettre une bémol à ceci, car l'expérience telle qu'elle est façonnée maintenant de cette façon-ci à cause de tout ce qui a été fait et qui n'a pas été fait précédemment. Mm-hmm. Donc, évidemment, les conditions que l'on vit en 1999 forment un peu le psychisme pour 2009. Et en 2019, on subit encore donc les séquelles de ça. Et en 2024, on peut très bien, là, maintenant, avoir besoin, entre guillemets, d'être mis sous médication parce que notre conscience ne s'est pas éveillée en 99, en 2009 et en 2019. OK. Et je ne dis pas ça pour faire un reproche. Mm-hmm. Donc, la conscience s'éveille quand elle s'éveille, mais il y a beaucoup de forces qui sont mises à l'encontre de ceci. D'accord. Et donc, lorsque je parle de ceci, je parle également des drogues récréationnelles, évidemment, comme l'alcool, Okay. L'herbe, les champignons, peu importe. OK. Bon, je vais poser une autre question. Vous me direz s'il est possible de répondre. Alors, le double éthérique agit-il au niveau du savoir, même si le contact n'est pas établi, entre parenthèses, la fusion? Est-ce que cette question est suffisamment claire? Alors, le double éthérique, c'est ce qui se forme à force de faire descendre la lumière de l'esprit dans la matière à travers ses corps. Donc, chacun ses corps, c'est SES, c'est-à-dire les corps de l'individu. Donc, il force la lumière de son esprit à descendre dans ses corps à force de volonté, d'amour et d'intelligence. Et ceci finit par créer le double éthérique. Bon, et lorsqu'on parle de savoir, donc, on n'a pas besoin d'avoir créé le double éthérique pour savoir. C'est d'ailleurs en sachant qu'on crée le double éthérique, c'est-à-dire à travers l'ouverture à l'esprit qui est sur des plans de lumière, qu'on peut finir par se faire inspirer par cet esprit, un peu comme je fais présentement lorsque je vous parle. Je descends un petit filet de lumière de ces plans et ça sort en mots, ça explique des choses. Et ce que ça explique là, c'est que cette descente de lumière, donc, constitue une connexion au savoir. Et c'est donc là qu'intervient le savoir, et non pas au niveau du double éthérique, bien que le double éthérique, une fois qu'il est formé, que la fusion est faite, parce que bon, on ne peut fusionner sans former son double éthérique. On doit donc former son double éthérique pour fusionner. Et si la fusion est faite, là, on a un corps éthérique très développé. Et bon, le savoir, ça fait longtemps que ça fait partie du quotidien rendu là. OK. D'accord. Voici une autre question par rapport à la santé mentale. Donc, quelle est la position, bon, là, on dit du supramental par rapport aux maladies classées mentales dans notre société? Encore une fois, comment le supramental explique ces phénomènes? Tout simplement, il y a des entités sur le plan astral qui profitent du fait que le psychisme humain est fixé, entièrement obnubilé, hypnotisé et, comme je disais, complètement fixé sur le plan astral pour s'informer. Donc, l'humain s'informe là. Mm-hmm. Et s'informant là, il est sujet à toute la désinformation et toute la manipulation que ces entités qui veulent simplement le saigner
de son énergie vitale et créatrice que ces entités veulent bien lui imposer. Donc, c'est là le problème. Donc, que ce soit quelque chose d'absolument normal, comme par exemple, ah, ma sœur m'a crié des injures lorsque j'étais petit garçon et je l'ai giflé parce que je n'en pouvais plus et maintenant je me sens coupable de lui avoir fait mal. Et on va dire, la psychologie va dire tout ça c'est normal, mais ça c'est le même mécanisme qui mène aux diverses maladies mentales, c'est-à-dire même à la folie la plus hurlante. Donc, il n'y a pas de niveau, de palier ou de catégorie à délimiter. Toute relation avec le plan astral permet la manipulation par les entités du psychisme de l'individu. Et si ceci s'est laissé, on laisse faire, ben ça peut facilement mener à la folie la plus déjantée qui existe. Donc, et okay. Bon, nous voyons beaucoup ceci à notre époque. Il y a une montée fulgurante du déséquilibre psychique, mais ceci c'est simplement parce que on a dit aux gens que la pensée c'était très bien et qu'il n'y a pas de garde-fou à imposer à cette merveilleuse chose qu'est la pensée. Et là, les gens se vouent entièrement au plan astral et ils se retrouvent ainsi. OK, d'accord. Une autre question à laquelle vous avez peut-être déjà répondu, mais vous voudrez peut-être ajouter quelque chose. Donc, quelle solution autre que les médicaments y aurait-il pour soigner ces maladies ou éviter qu'elles ne se reproduisent, donc en parlant des maladies mentales? Bon, il y a énormément de choses à faire qui prennent du temps, qui prennent de l'effort, mais qui sont très bénéfiques. Donc, premièrement, le psychisme humain est fortement fragilisé par la présence de poisons et de toxines. Donc, si on peut réduire les métaux, par exemple, du tissu du cerveau, si on peut utiliser des stratégies pour ôter le métal qu'il y a dedans, parce que les gens se font empoisonner énormément avec le mercure, le cadmium, l'aluminium, le plomb, l'arsenic. Il y en a de plus en plus partout. Et ceci, ce n'est pas étranger aux problèmes de santé mentale, car ce sont des toxines, des poisons pour le cerveau, et ils ont tendance à s'accumuler dans le cerveau. Alors, il est normal que si on a un petit problème de déséquilibre, de saute d'humeur, quelque chose comme ça, et puis qu'on ne fait pas attention, on n'a pas continué à s'empoisonner avec ces trucs, et que ces problèmes vont grandir. Parce que l'équilibre devient de plus en plus impossible au niveau du cerveau. Donc, il y a cela à faire. Il y a les bactéries au niveau de la flore intestinale, qui sont également reliées avec, évidemment, la prise de ces poisons métalliques que l'on peut rééquilibrer et que ceci fait beaucoup de bien. Il y a toutes les questions de santé, donc l'inflammation généralisée, l'inflammation systémique que l'on doit diminuer. Donc, vous pouvez faire des recherches, la connaissance existe, je ne vais pas vous donner de la connaissance, parce que la connaissance, elle est là, on utilise Google et on peut voir les diverses stratégies pour diminuer, par exemple, l'inflammation systémique ou, se débarrasser des métaux, etc., etc. Donc, toutes ces choses sont bénéfiques à faire afin de réduire la facilité qu'ont les entités à créer un déséquilibre permanent au niveau du psychisme. Donc, ça, c'est très important. Et on ne le fait pas assez, on n'est pas informé. Il y a des parasites également dans les tissus, dans les organes que l'on doit éliminer et qui causent beaucoup de déséquilibre. Donc, voilà pour ça. OK, très bien. Une personne demande, c'est quoi le travail énergétique que vous faites? Vous, c'est Patrick. Travaillez-vous avec les énergies ou non? Je travaille avec les énergies, mais en général, lorsque, par exemple, je rencontre des gens pour les aider avec les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie. Soit dit en passant, si vous appréciez cet entretien, on vous invite à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur « J'aime ce contenu » ou encore à partager nos vidéos. Ça nous aide énormément. Cliquez sur la petite clochette pour être avisé de nos nouvelles publications. Merci et de retour à l'entretien. Je les amène plutôt à eux travailler avec leurs propres énergies et je leur fournis tout simplement un appui à ceci. Parce que c'est l'individu qui doit se libérer.
Donc moi, je ne deviendrai pas le gourou ou l'infirmier psychique de tout le monde. C'est trop de boulot pour commencer. Mais également, l'individu doit apprendre à se servir de son propre psychisme, des énergies qui s'y trouvent et qu'il peut canaliser lui-même et de les amadouer, les contrôler, les mater et puis finalement faire de l'ordre lui-même dans son psychisme. Oui, pour les gens qui ont l'outil Psyence, la révolution de l'esprit, il y a des consultations qui sont offertes. Et pourquoi seulement pour les propriétaires de Psyence? Parce que Psyence, la révolution de l'esprit, c'est justement la façon d'apprendre comment se servir soi-même de ses propres énergies psychiques. Et je vais aider les gens qui s'aident eux-mêmes. C'est-à-dire que je vais fournir un appui aux gens qui veulent apprendre à utiliser leur propre psychisme pour se libérer eux-mêmes. Et s'ils ont acquis le manuel, je considère que ce sont des gens qui sont engagés à apprendre ceci. Et à ce moment-là, je suis prêt à leur fournir l'appui dont ils ont besoin. Mais je ne vais pas le faire pour tout le monde parce que à ce moment-là, je deviens un servant des maladies des gens. Et donc, si je faisais ceci, les gens n'apprendraient pas à régler eux-mêmes leurs problèmes, ils viendraient me voir pour régler leurs problèmes. Alors, ceci, ça serait de la religion, je sais pas, de l'exorcisme, bon, mais ce n'est pas la liberté de l'être qui est dans la puissance de sa propre conscience. Donc, comme c'est ceci qui est mon but, c'est-à-dire de permettre à l'humain de se doter de la puissance de son propre psychisme à travers sa conscience, à ce moment-là, ce n'est offert qu'aux gens qui ont Psyence, la révolution de l'esprit, et qui ont déjà l'outil pour s'enseigner comment faire ceci. Donc oui, je travaille avec l'énergie, mais surtout sous forme d'appui à quelqu'un que j'amène à travailler avec ses propres énergies dans son propre psychisme. Très bien. Une personne demande: j'aimerais avoir votre avis sur les nombreuses thérapies ou soins énergétiques qui s'offrent en grande quantité en ces temps difficiles pour soigner l'âme qui souffre du fait qu'elle s'éveille dans un monde pour le moins chaotique. Donc, avez-vous quelque chose à dire sur les thérapies de type soins énergétiques? Bon, oui, c'est une bonne question de suivi à la précédente. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, on peut obtenir un soulagement des problèmes. Mais le problème avec ceci, c'est que si on obtient un soulagement, c'est non seulement temporaire, mais c'est fait d'une façon que l'individu qui est soulagé ne peut pas savoir ce qui est fait. Donc, c'est un peu le même phénomène qu'avec la médecine allopathique. Ah, vous avez tel problème, prenez telle pilule. Donc, la cause n'est pas adressée. Donc, l'individu ne peut rien faire pour corriger le problème. Il peut simplement prendre la pilule qu'on lui donne et dire, on va espérer que ça va fonctionner, mais il est toujours dans l'inconscience et l'ignorance de ce qui se produit en lui. Donc, c'est la même chose avec ces fameux soins énergétiques. Donc, dans le meilleur des cas, on va avoir un soulagement, mais jamais on ne va développer la conscience de ce qui se produit en nous pour permettre que ce trouble se produise, et non plus de ce qui se produit en nous pour l'alléger, donc si on a un soulagement. Donc, c'est pourquoi apprendre à maîtriser soi-même les énergies de son corps, de ses corps, de son incarnation, c'est-à-dire de toutes les énergies qui font que l'on est l'être que l'on est avec l'expérience que l'on a. Donc, si on réussit à maîtriser ceci, on peut tout régler. Donc oui, c'est plus long, oui, c'est plus difficile, oui, blablabla, bla, 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 mais au moins ça nous appartient et c'est ceci qu'est l'évolution. On évolue vers le statut de l'être qui maîtrise donc ses énergies, son psychisme et sa destinée. Donc voilà ce que j'ai à dire à ce sujet. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas fondamentalement bon non plus. OK, très bien. Je n'avais pas considéré ce point de vue-là que vous dites par rapport à la médecine allopathique et le fait qu'au fond, elle aussi, elle ne donne jamais les clés de l'autonomie de la santé à l'individu. Voilà. Bon, c'est intéressant. Et ces traitements énergétiques non plus. Ça nous soulage, ça soulage les symptômes, mais outre ceci, voilà, on est encore pris avec le problème. Oui. Bon, une autre question porte sur la Kundalini. La personne demande, est-il possible de faire redescendre la Kundalini lorsque celle-ci est montée ou éveillée?
Est-il possible de la faire redescendre pour de bon et qu'elle ne monte plus? La réponse est oui. OK. Bon. Donc, c'est possible. C'est possible, mais ce n'est pas avantageux. De faire redescendre la Kundalini. C'est ça. Okay. Le mieux, ça aurait été de ne jamais la faire monter pour commencer et d'évoluer à la place de jouer à l'apprenti chaman et de se faire prendre par une montée d'énergie qu'on ne contrôle pas. Et bon, j'ai déjà parlé que Science, la révolution de l'esprit, permet d'atteindre un degré de maîtrise du psychisme et des énergies et tout ça. Donc, bon, c'est ça dont il s'agit. Faire redescendre la Kundalini, oui, c'est possible, mais en même temps, ça ne règle rien en soi, dans le sens où la Kundalini, l'énergie de la Kundalini peut être très utile si elle est maîtrisée. Et c'est la maîtrise du psychisme et des énergies qui est importante. OK. Pour les non-initiés, comment décririez-vous la Kundalini? Ou les gens qui connaissent pas C'est la colonne d'énergie qui relie les chakras, tout simplement. OK. Et donc, bon, il y a tout un paquet d'ésotérisme à ce sujet, mais c'est simplement ce dont il s'agit. OK. Peut-être une dernière question. Ici, on demande une question sur l'éveil ou l'illumination. Ce fameux éveil dont la spiritualité orientale, davantage, a parlé, une espèce d'état de grâce, visiblement libérateur, mais peut-être incomplet ou limité. Ça, c'est dans la question de la personne. Alors, est-ce que vous pouvez parler de ceci? Oui, donc, pour ce qui est de l'illumination des bouddhistes, par exemple, l'illumination bouddhique, il y a un problème avec ceci. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas bien pour l'individu, donc ça rend la vie beaucoup moins désagréable d'avoir atteint cet état. Mais le problème avec cet état, c'est qu'il contourne l'ensemble de la programmation incarnatoire et qui donc à ce moment-là, l'être ne complète pas son évolution. Il atteint cet état et donc il atteint un succédané de l'état qu'il pourrait atteindre en complétant son évolution, mais sans la compléter. Donc ceci, c'est un cul-de-sac, si on veut, ou un piège, où on devient prisonnier de son illumination, car cette illumination, elle n'est pas sous l'égide de la maîtrise du psychisme et de ses énergies, et n'étant pas sous cette égide, elle est plus ou moins passive, c'est-à-dire qu'elle est tributaire de cet évitement, elle n'est pas tributaire d'une conjonction avec l'esprit. Cette illumination limite l'être, parce que une fois qu'on l'a atteint, on ne sait même plus comment revenir en arrière, c'est-à-dire redevenir non illuminé et se débattre avec les ombrages qui habitent le psychisme. Et c'est ceci qui est le problème. Donc, on a passé à côté d'une partie de l'évolution, on a atteint un état de grâce, mais ce matériel que l'on doit transmuter, donc cette évolution que l'on doit compléter, demeure, on le traîne un peu avec soi, et donc cette illumination ne peut être que partielle. Elle n'est pas partielle en qualité, elle est partielle en quantité. Donc on peut avoir accès à de grandes poussées d'inspiration, de sagesse, de lumière, de grandeur, de joie, même avoir un taux vibratoire très élevé dans le psychisme, mais il n'y a pas cette limpidité qui est le psychisme de l'être qui fusionne parce qu'il a complété son évolution. Parce que la conscience, au lieu d'être au milieu du tracé où son plan incarnatoire se produit et se manifeste, la conscience, elle est à côté de ceci, là où la lumière peut passer d'une façon beaucoup moins encombrée, mais là où il n'a pas la faculté de compléter sa maîtrise de cette descente de lumière. OK. Donc la personne se retrouve dans cette lumière, mais, enfin, comme vous dites... un peu en marge de cette lumière. Donc, elle est illuminée, mais elle n'est pas dans son centre. OK. Donc, elle est en périphérie de sa propre lumière. Oui, c'est calme, oui, c'est tranquille, elle n'a pas tous les ombrages et tous les événements qui viennent avec ces ombrages lorsque on est voué à l'involution et l'évolution,
mais d'un autre côté, il n'y a pas l'intense luminosité qui résulte d'une conjonction psychique avec l'absolu à travers un processus d'évolution complet qui finit par détruire toute forme de possibilité d'ombrage et qui donc permet ce qu'on appelle la fusion. Donc cette conjonction avec l'absolu ne peut être atteinte à travers cette illumination bouddhique parce qu'il y a tout ce matériel qui n'est pas traité. D'accord. Bien, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Très bien. Alors, nous allons permettre les commentaires sur cet enregistrement et dites-nous si vous seriez intéressé à des lives où nous pourrions prendre vos questions et y répondre. Très bien. Merci. À la prochaine. Bye. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et Dominique Jacques. Il y a beaucoup plus à découvrir. Consultez notre site web à l'aide du lien dans la description de cette vidéo.